atteindre le point d'où sont tirés les missiles. On leur dit, on vous livre des armes, mais vous ne pouvez pas vous défendre. Donc nous, on reste exactement dans le même cadre. On pense qu'on doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles, et au fond, les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée. Mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie, et évidemment des capacités civiles ou d'autres cibles militaires. Véritablement, nous sommes très près d'un conflit beaucoup plus sérieux à caractère mondial. En fait, la poursuite de l'escalade peut entraîner de graves retombées. Lors d'une conférence de presse récente avec le chancelier allemand Olaf Scholz, Macron a affirmé que la France permettrait à l'Ukraine d'utiliser des armes françaises pour frapper des cibles militaires en Russie, notamment les sites de lancement de missiles qui attaquent l'Ukraine, mais pas des cibles civiles. Macron est résolument décidé à nous conduire vers une troisième guerre mondiale. Il me semble qu'il cherche un moyen pour rester le plus longtemps possible au pouvoir, et une guerre serait pour lui une formidable opportunité pour ne pas partir du pouvoir. Bon, sérieusement, c'est quand même révoltant ce que font les Occidentaux. Pourquoi refuse-t-il la négociation alors que Poutine n'a cessé d'affirmer que la Russie est prête à négocier? Je partage avec vous un entretien sur Sud Radio avec Pierre Lelouch, ancien ministre et spécialiste en géopolitique, qui porte sur la crise ukrainienne et ses implications potentielles, notamment la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Lelouch compare la situation actuelle à celle de la crise des missiles de Cuba, soulignant le danger d'une escalade entre puissances nucléaires. Il critique les occasions manquées d'établir un statut neutre pour l'Ukraine, notamment les accords de Minsk et le format Normandie. Lelouch évoque 2 règles mises en place pour éviter une conflagration globale. Pas de soldats de l'OTAN en Ukraine et confinement géographique du conflit. Cependant, ces règles sont remises en question, notamment par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, ce qui augmente les risques d'escalade. Lelouch souligne également les problèmes démographiques de l'Ukraine et la difficulté de maintenir une armée face à une Russie numériquement supérieure. Il regrette l'absence de volonté de négocier la paix, mentionnant que les dirigeants occidentaux laissent les Ukrainiens décider du moment des négociations. Il avertit que cette guerre a des conséquences systémiques, modifiant les relations internationales et renforçant des alliances hostiles à l'Occident. Enfin, Lelouch appelle à une meilleure préparation et à un débat démocratique sur l'engagement militaire en Ukraine, critiquant l'aveuglement des dirigeants occidentaux et leur manque de stratégie à long terme. Suivons l'entretien et discutons-en ensuite. Hier, c'était Emmanuel Macron qui disait qu'il était pour l'emploi des armes de l'OTAN par l'Ukraine sur le territoire russe. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui embraye le pas. Le président Zelensky est en Suède pour essayer d'emmener davantage des alliés de l'OTAN vers cette escalade. Et Joe Biden, on apprend, président américain, qui lui aussi, finalement, revient sur ses positions et dit que, compte tenu de l'offensive sur Kharkiv, eh bien, Kiev pourrait utiliser les armes américaines également sur le territoire russe. Alors, où en est-on aujourd'hui de cette crise ukrainienne? Et pour vous, quels sont les dangers immédiats? Tous ces dirigeants me font penser au livre de Christopher Caldwell sur le début de la Première Guerre mondiale. Vous savez, le livre formidable qui s'appelle Les Somnambules. Ma tribune dans le Figaro d'hier, je l'avais intitulé « Comment trébucher dans la guerre ». Le Figaro a mis un titre plus accrocheur, mais c'est bien de ça dont il s'agit. C'est le titre aussi de mon livre à l'automne, qui va s'appeler L'engrenage. C'est que on rentre dans un processus qu'on aurait pu éviter depuis longtemps. Mais bon, on y est, et la dynamique fait que plus ça va, plus ça devient dangereux. Alors je rappelle quand même de quoi il s'agit. Depuis 1945 et l'invention de la bombe atomique, il y a eu, avant l'Ukraine, un seul cas de confrontation directe entre les Américains et les Russes. C'était lors de la crise des fusées de Cuba. Les Russes avaient déployé des missiles à moyenne portée à Cuba, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de missiles intercontinentaux, donc ils avaient déposé à Cuba. Et Kennedy avait organisé un blocus. Il y a eu un blocus naval à une période très tendue, où le monde avait tremblé pendant une douzaine de jours, à cause du risque d'affrontement direct entre les deux grands. Là, ça fait 2 ans et demi, que 4 puissances nucléaires se font face à face autour de l'Ukraine. Les États-Unis, l'Angleterre et la France d'un côté, et la Russie de l'autre, autour de ce pays tampon qui s'appelle l'Ukraine, et dont le sujet, c'est au fond le statut neutre, pas neutre, à l'ouest ou à l'est. C'est ça l'histoire de l'Ukraine depuis son indépendance il y a 30 ans. Et c'est ça que je raconte dans mon livre. Toutes les occasions ratées d'organiser pacifiquement
le statut de l'Ukraine à l'intérieur d'un système de sécurité en Europe. Mais c'était le sujet des accords de Minsk. Ça aurait dû être Minsk, c'était le fameux format Normandie, sous Macron-Merkel qui a raté. Enfin, on a raté plein d'occasions. Et du coup, tout ça a basculé dans la guerre, à cause de Poutine, bien sûr, mais aussi pas mal, c'est ce que je dis dans mon livre, à cause des erreurs que nous avons commises, de ne pas avoir entendu ce que disait l'autre côté, puis surtout de ne pas être préparé au pire, c'est-à-dire à la situation de guerre. Bon, alors, depuis 2 ans et demi, 2 règles ont émergé pour éviter justement une conflagration générale, type 1914. Et ces 2 règles, c'était la première explicite de Biden dès le début, dès février 2022, ne pas mettre de soldats américains ou de l'OTAN en Ukraine. No boots on the ground. Pas de soldats. Ça, c'était la ligne rouge évidente. Cette ligne rouge a commencé à être entamée par le président Macron le 26 février dernier, quand il a commencé à dire, mais en fond, pour reprendre l'ambiguïté stratégique, il faut mettre, pourquoi pas, des soldats en aide à l'Ukraine. Bien. Et il n'a cessé de répéter cela depuis 3 mois, recueillant depuis d'ailleurs le soutien des Baltes ou des Polonais qui sont les plus exposés. Les Américains sont toujours sur une ligne, pas de soldats en Ukraine. Puis il y avait une deuxième limite qui consistait à livrer un maximum d'aide militaire à l'Ukraine, mais à condition de confiner la guerre géographiquement sur le territoire ukrainien. Au fond, il y avait une sorte de deal implicite. Les Russes n'interrompaient pas le flot d'armes occidentales vers l'Ukraine, et il y en a eu beaucoup, quelque chose comme 200 milliards d'aides militaires depuis 2 ans et demi, c'est sans précédent, une quantité d'armement considérable. Mais de l'autre côté, ces armes, elles ne tapaient pas le territoire russe. C'était ça la contrepartie de cette règle implicite. Or, il se trouve que depuis l'échec, il y a 1 an, de l'offensive ukrainienne, la fameuse de juin 2023, sur laquelle tout le monde comptait pour mettre fin militairement au conflit, repousser les forces russes hors des territoires occupés, depuis, l'initiative, en fait, est en train de passer côté russe, l'armée ukrainienne est en grande difficulté, et naturellement, Zelensky, il est dans son rôle en essayant d'aller vers l'escalade et vers l'internationalisation de la guerre. Le problème, c'est que, là encore, les Occidentaux, après avoir hésité, commencent à dire, bon, à Kharkiv, il y a un risque que la ville tombe, et pour ça, il faut pouvoir taper en profondeur. La profondeur, c'est en territoire russe. Oui, sur les bases de lancement des missiles russes, voilà. les soldats. Donc, il y a déjà des drones qui ont attaqué des radars. Sur non, mais non, dans ma deuxième règle implicite, on ne l'a jamais appliquée aux Ukrainiens. Les Ukrainiens avaient tout à fait le droit, avec leurs propres armes, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, avec succès, en mer Noire, sur les raffineries russes, et même sur Moscou. Il y a la question aussi de troupes au sol. Certes, elle est soulevée par Emmanuel Macron, mais il y a déjà sans doute des opérateurs ou des troupes spéciales de l'OTAN qui épaulent les armées ukrainiennes. On avait déjà eu en demi-teinte l'aveu du fait qu'il y avait... il y a sûrement des agents. Le New York Times a parlé de 14 réseaux, de 14 agences CIA le long de la frontière. Il y a sûrement des espions en tout genre. Après, entre des techniciens et puis une présence militaire forte, c'est une autre histoire. Ensuite se posera une autre question qui est les techniciens qui font marcher les missiles à longue portée. Voilà. Donc on est dans une zone qui est pas claire et qui est potentiellement dangereuse. Voilà. Après, j'espère que les dirigeants qui nous gouvernent ne sont pas comme les somnambules de 1914 et que tout ça va pas dégénérer. Parce que il y a la cérémonie du débarquement qui est prévue le 6 juin. Emmanuel Macron a décidé de ne pas inviter la Russie. En revanche, le président ukrainien Zelensky sera là, Joe Biden également. Et Emmanuel Macron prévoit de faire des annonces. Et on a vu un pas de 2 entre la France et l'Ukraine sur déjà l'accueil de formateurs auprès de l'armée ukrainienne, démenti par le ministère de la Défense français. Mais là, si déjà dans la presse on entend parler de ces annonces, c'est qu'elles risquent d'être assez cruciales, non, pour la suite des opérations? Oui, j'ai l'impression que compte tenu de la réticence américaine, les Américains campent sur une ligne, on ne veut pas faire de 3e guerre mondiale en Ukraine. Ils ont d'autres soucis. Leur souci principal, c'est la Chine. Donc, ils n'ont pas du tout l'intention de s'engager dans une guerre en Ukraine, ni même d'ailleurs de prendre l'Ukraine à l'intérieur de l'OTAN. Sinon, ça se saurait. Oui, ça a été annoncé d'ailleurs en disant que des négociations pour parler sont pour plus tard, bien plus tard. Oui, on a vu à Vilnius l'été dernier, c'était l'occasion de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. Les Américains ont dit non, tant que la guerre continue, pas question, etc. Donc, c'est une des questions majeures d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe après la guerre? C'est ce sur quoi j'ai travaillé dans mon livre. C'est ça qui est très très important. Mais d'ici là, moi j'ai un regret. C'est que cet anniversaire très important, en 1944-2024, il aurait pu être l'occasion d'essayer de relancer le mot tabou que personne ne veut prononcer, qui est le mot négociation. Il y a bien un moment où cette guerre va s'arrêter. Soit elle s'arrêtera sur la capitulation de l'un ou l'autre, soit par un accord, un armistice, un cessez-le-feu.
est quelque chose qui fera qu'on peut ensuite espérer reconstruire et refabriquer un système de sécurité en Europe. Mais ce mot, personne ne va entendre parler. Or, l'occasion, elle était là en réalité. Mais il y a quand même les Chinois qui essayent de pousser vers une issue diplomatique. On a l'impression que... Non, les Chinois ne s'en mêlent pas. Le président de la République a tout fait pour faire de Xi Jinping l'arbitre de paix. Ils ne veulent pas s'en mêler. C'est leur intérêt, Chinois, de laisser leur allié vassal, la Russie, s'embourber dans la guerre, et les Occidentaux aussi. Ouais. Pour les Chinois, c'est bon dans tous les cas de figure, et plus ça dure, mieux c'est pour eux. Qui aujourd'hui promeut une solution de négociation? Mais personne n'ose le faire, sauf votre serviteur et quelques autres aux États-Unis qui immédiatement prennent une baffe sur la tête. Le pape a essayé, lui-même a pris une baffe sur la tête. Personne ne veut parler de négociation. Mais la mantra côté occidental consiste à dire et à répéter que seuls les Ukrainiens peuvent décider du moment où ils feront cette négociation. Donc c'est comme si vous... Et c'est quelque chose qui m'a profondément étonné dès le début de ce discours, c'est que on donne la carte de crédit et un droit de tirage sur l'aide économique et militaire à très grande ampleur pour les Ukrainiens dans nos budgets, n'est-ce pas? Et en même temps, on s'interdit de dire, bon, mais il y a un moment où il faut que ça s'arrête et il faut surtout que les intérêts... Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un problème tout simplement démographique aussi de voir une armée ukrainienne exsangue qui a bien du mal face à la Russie qui recrute et envoie massivement des combattants pour... Il y a un problème démographique à la base qui est que vous avez plus de 140 millions d'habitants en Russie et qu'en Ukraine, la population, elle est tombée à moins de 40 millions. Pendant les années d'indépendance, le pays était tellement mal géré que vous avez eu presque 8 à 9 millions d'Ukrainiens qui sont partis. Et depuis la guerre, 8 autres millions. Donc le nombre d'Ukrainiens actuellement en Ukraine, ça tourne autour de 36, peut-être au maximum 40 millions, avec un trou démographique pour les 18-25 ans. Ce qui fait que Zelensky a beaucoup hésité, d'ailleurs, il l'a toujours pas fait, à baisser l'âge de la conscription et vous avez... Il l'a baissé de 27 à 25 ans. Voilà, 25 ans, c'est l'âge de la mobilisation. Vous imaginez que les gens sont sur le front depuis 2 ans, ils n'ont jamais eu de retour chez eux. De pause, et la moyenne d'âge, maintenant, c'est 43 ans. D'un autre côté, vous avez, à l'extérieur de l'Ukraine, d'après les chiffres d'Eurostat, donc européens, 600 000 hommes en âge de combattre ukrainiens qui évitent de rentrer en Ukraine. Mais il y a eu des lois qui ont été votées récemment justement pour les forcer à rentrer, où les consulats ukrainiens ne délivreraient plus de passeport, etc., pour pousser au retour de potentiels Disons que le climat a changé. Au début, il y avait un enthousiasme pour prendre les armes et défendre le pays. Depuis, vu le nombre, le massacre, c'est une guerre extrêmement... meurtrière, meurtrière, qui est équivalente à celle de 14-18 en termes de tranchées, mais pire encore, puisque bon, il y avait des dirigeables, aujourd'hui vous avez des drones, donc les gens sont littéralement massacrés. Il y a au moins 1,5 million de victimes, d'ores et déjà des deux côtés. Et là, des combattants, on ne parle pas de civils. Là, on parle que des combattants. Donc c'est extrêmement coûteux, c'est dramatique pour ce malheureux pays qu'est l'Ukraine. C'est pas bon non plus pour la Russie. Moi, je vous dis, je suis profondément triste de voir que cette situation ait pu dégénérer à ce point par d'une part l'aveuglement de Poutine d'un côté, puis de l'autre côté notre surdité quand il disait des choses, deux choses l'une. Quand quelqu'un vous dit non, je ne souhaite pas que, soit on lui dit non et on se prépare à la guerre, soit on écoute ce qu'il dit. Mais on a fait, comme souvent avec les démocraties, c'est du ni-ni. Ni on a écouté, ni on s'est préparé. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation où il y a une guerre sur le continent européen, avec un possible risque d'escalade si quelqu'un fait une bêtise, et Nicolas Sarkozy a dit on est sur le bord d'un volcan, il a raison, c'est une situation qui est périlleuse, nous ne sommes pas prêts, nous avons un discours très martial sur le thème je vais envoyer des forces, on va tirer sur les Russes quand c'est nécessaire, etc. Mais de l'autre côté, je ne vois pas de préparation du pays, de nos forces armées à un conflit de cette taille. Il y a eu des opérations de l'OTAN. Écoutez, ça fait 30 ans qu'on est en désarmement budgétaire unilatéral. L'Occident a totalement baissé les bras, notamment les Européens. Oui, parce que les Américains ont quand même un énorme budget de défense. Bah oui, parce que se s'intéressent aussi au Pacifique, au Moyen-Orient. Nous, on a, comme disait Fabius à l'époque, en 92, on a engrangé les dividendes de la paix. Et on a engrangé des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qu'on n'a pas dépensés pour la défense et qu'on a mis dans les régimes sociaux et autres. Tout ça est bel et bon, mais on se retrouve à l'arrivée, nous les Français, les Anglais et les Allemands, avec 200 chars de combat chacun, 200 avions au maximum, quelques frégates, et c'est tout. Donc, quand on dit qu'on va s'impliquer dans un conflit où il y a 1 million d'hommes sur un front d'1 millier de kilomètres, on est dans un autre monde. C'est délirant, d'une certaine façon. Mais il y a un vrai problème démocratique, si vous voulez. Moi, j'entends ce que dit le président. Il dit,
c'est vrai que Poutine est un problème. Moi, je suis pas du tout ni poutinien. Je connais le système, je le connais lui. Je sais ce qu'il m'a dit à moi en 2003 sur l'Ukraine. Jamais je ne laisserai l'Ukraine passer à l'Ouest. Bon, à partir de là, soit on se prépare à stopper les Russes, soit on trouve un deal sur la neutralité de l'Ukraine. On n'a fait ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, on en est à suivre les Américains. Est-ce qu'ils vont tirer, pas tirer, etc. Tout ça n'est pas glorieux et c'est dangereux. Donc, à minima, ce que je souhaiterais, c'est que la démocratie soit appliquée. Vous savez qu'aujourd'hui, je crois que les Français ne le savent même pas. La décision d'emploi des forces, c'est l'article 35 de la Constitution. C'est-à-dire que le président seul peut décider de l'emploi des forces et revenir au Parlement pour une information 3 ou 4 jours plus tard pour une déclaration sans vote. Alors, ça allait très bien quand on faisait des interventions à minima. Enfin, Barkhane, c'était important, mais à minima en Afrique. On prévenait et puis on venait 3 mois après. Mais quand il s'agit d'un conflit de très haute intensité en Europe, ça mériterait au minimum un débat de fond avec les formations politiques, de préparer le pays. Si on rentre dans ce monde-là, alors il faut se préparer. Moi, ce que je crois, c'est que cette guerre d'Ukraine est en train d'avoir des conséquences bien plus graves que la guerre d'Ukraine elle-même. Elle est en train de provoquer des changements systémiques dans le monde entier, d'organiser des nouvelles relations, des nouveaux clivages qui vont être extrêmement compliqués pour l'Europe. Sur les BRICS, on le voit aussi. Bien sûr. Ce qui s'est passé en Afrique n'est pas non plus étranger. Vous savez ce qu'on a fait, nous, avec cette histoire, qu'on a mal gérée? On a fabriqué, d'abord, le cauchemar de Kissinger, c'était l'alliance sino-russe, plus 2 cavaliers de l'apocalypse en plus, Corée du Nord et Iran. Donc maintenant, vous avez une alliance militaire entre la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. C'est-à-dire 4 puissances nucléaires qui sont résolument hostiles au modèle occidental et qui veulent le dominer, chacune à leur manière. Les Russes veulent redevenir la puissance dominante en Eurasie. Les Chinois veulent dominer la planète. On a ça comme problème maintenant, à cause et autour de cette question qui était au départ extrêmement limitée, à savoir quel était le statut du Donbass et de la Crimée. Passionnant, mais enfin, pas de nature à changer la nature du... Eh ben si, on a changé la nature du système mondial. Et des relations internationales. Et donc je crois que c'est à ça qu'il faut se préparer. Et c'est pour ça que je dis que l'occasion là, du 80e anniversaire du débarquement, c'était l'occasion de réouvrir la négociation. Plutôt que de dire aux Russes, vous venez pas, on veut pas vous voir, on veut pas vous parler, c'est la guerre totale. C'était peut-être le moment de se dire, bon, comment est-ce qu'on peut rebâtir un système de sécurité en Europe et comment éviter qu'on reparte pour 50 ans de... Il y a la question ukrainienne aussi, parce que vous parliez de Nicolas Sarkozy. Dans un entretien au Figaro, il explique que l'Ukraine est un pont entre le monde slave et l'Europe, et que sa vocation est de maintenir ce lien entre 2 mondes qui ne se ressemblent pas, mais qui doivent coexister. Ça aussi, cette question de la position de l'Ukraine, de l'histoire aussi de l'Ukraine, avec une communauté russe importante, elle est niée systématiquement. Parce que personne ne la connaît. Les grands historiens de l'Ukraine dans les années 90-2000, comme Kapler, l'Autrichien, disaient que l'Ukraine était un point blanc dans l'histoire de l'Europe. On s'en est pas intéressé. On s'en est pas intéressé ni après, au moment de la signature du traité de Versailles. Une délégation ukrainienne est venue, mais enfin personne l'a reçue. On s'en foutait. Pour les Occidentaux, il y avait que la Russie. C'était la petite Russie. C'est ce qu'on appelle ça, la petite Russie. Bon. Et or l'Ukraine, c'est un pays très complexe, composé d'une partie occidentale qui est très proche de la Pologne, de l'Allemagne, du monde européen, et une autre à l'est qui a été colonisée par les Russes. Prise de la Crimée par Catherine II, puis colonisation de ce qu'on appelle aujourd'hui le Donbass, industrialisé par les Russes. Donc vous avez cette division interne du pays qui a naturellement été gommée par la guerre, mais qui est très profonde. Et c'est pour ça que ça pouvait être... On aurait pu trouver une sorte d'équilibre entre les deux mondes, mais ces occasions ont été ratées. À la fois par la mauvaise volonté des Russes, évidemment, qui voulaient garder la mainmise sur une zone d'influence dans leur ancienne république, et puis par notre incapacité à nous, occidentaux, d'avoir une stratégie et sur la Russie et sur l'Ukraine. Et c'est ce ratage qui est celui des 30 dernières années que nous payons aujourd'hui dans la guerre, et que ces malheureux qui meurent tous les jours payent dans la guerre. C'est terrible. Merci beaucoup Pierre Lelouch pour ces mots et ce témoignage sur l'Ukraine. On en reparlera sans doute. Les 2 premières guerres mondiales ont été déclenchées par une série d'événements complexes, mais certains éléments communs incluent des alliances militaires rigides, des nationalismes exacerbés, et une série de malentendus et d'erreurs diplomatiques. Ces conflits ont causé des destructions massives, des pertes humaines incommensurables et des bouleversements politiques mondiaux. Aujourd'hui, la situation entre la Russie et l'Ukraine et l'implication des puissances occidentales présente des risques similaires, voire supérieurs, en raison de la technologie militaire avancée, des capacités nucléaires et de la rapidité des communications et des décisions. Les actions et les déclarations des dirigeants occidentaux, y compris celles du président Emmanuel Macron, sont scrutées avec inquiétude,
car elles peuvent potentiellement entraîner des représailles et une escalade incontrôlable. L'appel à la rationalité des dirigeants occidentaux est crucial. L'escalade militaire n'a jamais été une solution durable et ne peut mener qu'à des destructions mutuelles. La diplomatie et le dialogue doivent prévaloir pour désamorcer les tensions. La sagesse consiste à reconnaître que dans une guerre moderne, avec des armes de destruction massive à disposition, personne ne peut vraiment sortir gagnant. Les conséquences humanitaires, économiques et environnementales d'une guerre à grande échelle seraient catastrophiques. L'histoire nous enseigne que la guerre entraîne non seulement des pertes humaines et matérielles, mais aussi des traumatismes psychologiques durables, des déplacements massifs de population et des dégâts environnementaux irréparables. Les sociétés sont souvent plongées dans des décennies de reconstruction et de réconciliation après un conflit majeur. Aucun des belligérants ne ressort indemne, et les générations futures paient souvent le prix des décisions prises par leurs prédécesseurs. Il est impératif que les leaders mondiaux privilégient la diplomatie et les négociations. Des initiatives telles que des pourparlers de paix, des cessez-le-feu et des médiations internationales peuvent prévenir une escalade dangereuse. Les organisations internationales comme les Nations unies et les coalitions régionales doivent jouer un rôle actif dans la facilitation du dialogue et la recherche de solutions pacifiques. En somme, le climat actuel de tensions internationales nécessite une réflexion profonde et une action concertée pour éviter les erreurs du passé. Comme le souligne l'interviewé, la folie de poursuivre une escalade militaire pourrait conduire à des conséquences plus dévastatrices que celles observées lors des 2 premières guerres mondiales. Il est de la responsabilité des dirigeants de revenir à la raison, de privilégier la paix et de chercher des solutions diplomatiques pour garantir un avenir plus stable et plus sûr pour tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez avec nous vos avis en commentaire. À bientôt.